En l'an 1979, Gene Freaks, alors âgé de 12 ans, quitta Whale Island, également connu sous le nom d'île de la baleine, pour rejoindre le lieu de la 260e session de l'examen des Hunters, où il fut le seul de sa promotion à réussir les épreuves. 8 ans plus tard, en 1987, Gene Freaks et ses amis décidèrent de concevoir un jeu vidéo spécialement conçu pour les utilisateurs de NEN. Ce jeu devait porter un nom basé sur les initiales de ses créateurs, et ils choisirent d'utiliser une île réelle située non loin de Yorkshire City comme emplacement pour la map officielle de ce futur RPG. La date de création de ce jeu vidéo coïncide étrangement avec la naissance de Gunn. En effet, c'est précisément le 5 mai 1987, date de sa création, que Gunn vit le jour. Plus tard, il sera révélé que Gunn, alors qu'il n'était qu'un nourrisson, avait déjà visité prématurément le MMORPG en compagnie de son père, comme l'indique son databoard book, signalant que la première personne que Gunn avait rencontrée sur cette île n'était d'autre que Gene Freaks. Si l'on veut connaître l'identité de la mère de Gunn et comprendre les secrets qui sous-tendent la naissance de notre protagoniste, nous devons impérativement nous intéresser à ce jeu vidéo légendaire et connu dans le monde sous le nom de Great Island, une île où tous les rêves deviennent possibles et qui servira plus tard de camp d'entraînement pour nos deux protagonistes, où ils développeront leurs Hatsu respectifs, à savoir le Jajanken pour Gunn et le Narukami pour Killua. D'ailleurs, Togashi nous informe que Great Island a été spécialement conçu pour Gunn afin de le rendre plus fort, ce qui signifie que le développement de ce jeu vidéo est intimement lié aux origines de notre protagoniste. Et avant même que Gunn ne commence sérieusement sa quête pour retrouver son père, Mito révèle que ce dernier leur a laissé une mystérieuse boîte à Whale Island, avec pour instruction de la transmettre à Gunn lorsqu'il deviendra Hunter. 12 ans plus tard, cette boîte se révèle contenir une cassette, une sauvegarde de Great Island, ainsi qu'une bague permettant aux joueurs d'entrer dans le jeu. Lorsque Gunn insère la cassette dans le lecteur, un message préenregistré se déclenche, offrant à Gunn la possibilité de découvrir les secrets liés à sa mère. À la stupéfaction générale, lorsque Gene commence à évoquer ce sujet, Gunn stoppe immédiatement la lecture, témoignant d'un désintérêt total pour ces révélations. Togashi introduit alors un mystère. Qui est la mère de Gunn? Et pourquoi Gene décide-t-il de parler d'elle après avoir évoqué sa quête de recherche dans son message préenregistré? Plus intriguant encore, Gene semble établir un lien implicite entre la mère de Gunn et le jeu Great Island, tous deux évoqués dans la boîte. Great Island par la carte et la bague, la mère de Gunn par la cassette. À partir de cet instant, une question s'impose. Quel secret entoure les origines de Gunn? Et surtout, de quelle façon sa mère pourrait-elle être liée à Great Island? Eh bien, pour tenter de le découvrir, il nous faut parcourir les différentes interviews de Togashi, ses déclarations, disséminées un peu partout dans son œuvre, aussi bien dans les notes de ses tomes que dans les databooks. Et c'est seulement de cette façon que nous parviendrons à répondre à ces questions, et de mettre la main sur la ligne directrice des secrets entourant les origines de notre protagoniste. Et c'est dans le databook officiel de Hunter x Hunter, intitulé Hunter x Hunter Kyokai Koshiki, à la page 27, que nous tombons sur un indice précieux. Togashi nous informe d'un aspect intéressant entre la filiation Gunn et Gene. Il dit la chose suivante: les origines de Gunn restent entourées de nombreuses zones d'ombre. Gene l'aurait ramené lors de ses voyages, mais il s'est contenté de dire qu'il s'est séparé de la mère de Gunn, sans fournir de détails. En d'autres termes, il est possible que Gunn ne soit pas réellement le fils biologique de Gene. Cette information révélée par Togashi fait l'effet d'une bombe. Premièrement, dans ses propos, Togashi nous dit clairement qu'il existe des doutes quant au fait que Gene soit le père biologique de Gunn. Cette déclaration nous indique qu'il est permis de douter sur sa paternité, soutenant indirectement la probabilité des théories à ce sujet. Et si Togashi ne souhaitait pas entretenir le mystère, alors pourquoi a-t-il instillé le doute quant à la paternité de Gene vis-à-vis de Gunn? Pourquoi a-t-il délibérément décidé de nous cacher l'identité de la mère de Gunn? Que nous cache Togashi concernant les origines de son personnage principal? Pourquoi avoir choisi de ne rien révéler à ce sujet? Toutes ces questions ont bien évidemment une réponse, mais seul l'auteur la connaît. Mais vous me connaissez, j'adore relever des défis. Et c'est pourquoi j'ai décidé de déceler ce grand mystère entourant Gunn, et mon enquête m'a mené à Great Island. C'est à cet endroit que nous trouverons toutes nos réponses. Lors des premiers chapitres de l'arc Great Island, Togashi nous dépeint un univers coloré, où les bonnes vibes sont omniprésentes, mais très vite, l'on y apprend que le jeu est un refuge à criminels, psychopathes et tueurs en tout genre. Les meurtres, les délits et les kidnappings sont monnaie courante à Great Island, si bien que les joueurs avaient l'habitude de voir des corps grossir et exploser sous leurs propres impulsions en plein centre-ville, à la vue de tous. La première question que l'on pourrait se poser est la suivante. Pourquoi les Game Masters, qui sont les responsables de l'administration du jeu, ont-ils permis
permis à des criminels comme les boomers d'agir en toute impunité. Pourquoi Gene Freaks et les siens n'ont pas modéré suffisamment le jeu pour y apporter de l'ordre afin d'éviter à ce qu'il se transforme en No Game No Life, dans lequel les joueurs sont condamnés à se faire la guerre au risque de mourir de la main d'un autre? C'est précisément à ce moment que l'on entrevoit une facette méconnue de Gene Freaks. Ce dernier n'a pas hésité à instrumentaliser la vie humaine pour façonner son propre jeu vidéo. En effet, les PNJ de Great Island ne sont d'autres que d'anciens criminels condamnés à mort, réduits à l'état d'outils vivants servant le jeu jusqu'à leur dernier souffle. Ces individus n'ont aucun échappatoire, leur sort étant scellé par une règle implacable. Tout PNJ révélant aux joueurs la vérité sur leurs conditions sera immédiatement exécuté par les administrateurs. Ce qui signifie que Great Island n'est pas un jeu, c'est une prison déguisée, dont les infrastructures sont entretenues par d'anciens criminels faisant office de PNJ. Ce qui nous a été présenté par Togashi comme étant une plateforme conçue pour accueillir les rêves des hunters est en réalité un gigantesque pénitencier où des criminels, jugés irrécupérables, purgent leur peine en se voyant privés de leur libre arbitre et transformés en instruments de gameplay. Et c'est dans ce cycle infernal qu'ils sont condamnés à jouer un rôle jusqu'à leur mort. Dès lors, Great Island est tout sauf le monde joyeux et idyllique que l'on croyait être. Et c'est sur cette île ultra glauque que Gene a proposé à Gon de s'amuser. Et c'est également de cette façon que les joueurs de Great Island ont décrit le jeu de Gene, à tel point que Gon a été pris de colère suite à ses propos, et s'en est allé en amenant Killua avec lui. Et si je vous raconte ça, c'est pour que vous preniez conscience de la moralité ambiguë de Gene. Tout comme son fils, il n'est pas intéressé par le fait de faire le bien ou le mal. Il fait ce dont il a envie quand il en a envie. C'est en quelque sorte un scientifique qui n'hésite pas à sacrifier ses cobayes pour ses expérimentations. D'ailleurs, il se reconnaît comme étant mauvais, et c'est notamment ce qu'il affirme à Gon lors de son enregistrement. Il ne cherche pas à être perçu comme un héros ou même comme un père modèle. Il sait qu'il est égoïste et il l'assume pleinement. C'est précisément cette facette de sa personnalité qui a provoqué le dégoût de Mito, qui a toujours désapprouvé son comportement jusqu'à nourrir une rancœur tenace envers lui pendant de longues années. Ou encore les membres du Zodiac qui exècrent Gene et nourrissent un profond mépris pour lui, sachant pertinemment que le Hunter à 2 étoiles qu'il est n'hésitera pas à s'affranchir de toute convention sociale dans le seul but de réaliser ses désirs les plus profonds, à l'instar d'un Hisoka. C'est pourquoi il est difficile, voire carrément impossible, d'imaginer Gene entretenir une relation amoureuse avec une femme, puis fonder une famille et avoir un fils. Gene est carrément l'antithèse de cette vision. Son égoïsme ne lui aurait jamais permis une telle chose. Plus que ça, son désir de liberté aurait entravé toute relation avec quiconque. C'est notamment pour cela qu'il a décidé de fonder Great Island, un monde à l'image même de son caractère, qui en apparence paraît joyeux et coloré, mais dans le fond cache un secret effroyable, celui d'une prison où les criminels les plus dangereux du monde sont condamnés à être utilisés comme outil de gameplay pour RPG. Tel est le secret de Great Island, dont la simple révélation pourrait entraîner une exécution brutale et ce sans sommation. C'est ce monde sombre que Gene a décidé de créer, ce qui révèle sans nul doute sa nature glaciale, par laquelle il n'hésite pas à déshumaniser des êtres humains en faisant d'eux des éléments de décor de MMORPG. Au-delà de l'aspect philosophique de Great Island, qui est une prison métaphorique, il y a un autre point qu'il faut appuyer concernant ce RPG. C'est celui concernant les infrastructures et le nen qui est utilisé pour voir apparaître le système de jeu. Et c'est précisément ce point que nous allons développer. S'il y a bien une chose qui est entourée de mystère encore aujourd'hui dans le MMORPG Great Island, c'est le fonctionnement de son système de jeu, de cartes et de naines. Pour vous donner un exemple concret, dans Great Island, l'on voit des joueurs se déplacer à la vitesse de la lumière, aller de ville en ville, et ce simplement en usant de cartes. Mais comment Gene et ses collaborateurs ont-ils pu mettre au point de telles capacités? Parce que tous les pouvoirs que l'on aperçoit dans Great Island ne sont pas virtuels, ce sont des pouvoirs authentiques qui découlent d'un naine existant, étant donné que l'île sur laquelle Great Island a été installée existe véritablement. C'est ce que confirme Charnalk, et Gon et Killua ont pu utiliser la carte de déplacement en dehors de Great Island, ce qui les a téléportés à des centaines de milliers de kilomètres plus loin, à Kakin. En l'espace de quelques secondes, nos deux protagonistes ont pu effectuer un déplacement à la vitesse de l'éclair et changer de continent. Vous vous doutez bien qu'une telle capacité redéfinit totalement notre compréhension du naine, puisque ce sont des miracles qui sont réalisés. Mais encore ça, c'est que 10% de ce que sont capables
semblent les cartes de Great Island. Parce que ce qui nous a tous choqués à l'époque, et encore aujourd'hui j'en reviens pas, c'est la carte nommée le souffle de l'ange, qui permet littéralement de soigner le corps d'un blessé de A à Z, et de régénérer les membres amputés. Après son combat contre le Boomer, Gon avait le bras tranché, et la carte lui a naturellement fait repousser son bras, sans qu'il ne soit exposé à une quelconque restriction, comme c'est le cas habituellement pour des capacités surcheatées. Et l'élaboration de Great Island est donc un profond mystère, qui n'a pas été éclairé par Togashi. Mais tous ces faits nous révèlent un élément majeur. Les cartes de Great Island ont des effets réels, ce qui signifie que chacune des cartes exposées par Togashi dans le lore possède des effets concrets et se réalise sans l'ombre d'un doute. Parmi toutes les cartes présentes dans Great Island, il en existe une qui défie l'entendement en permettant de créer la vie. Il s'agit de la carte de la grossesse, qui matérialise une pierre spéciale que l'utilisateur doit porter pendant un mois, et au terme de cette période, il deviendra enceinte. Et ce, même si c'est un homme. La pierre offre même la possibilité de choisir le sexe du bébé en fonction de ses caractéristiques. Donc, cette carte de Great Island permet littéralement de donner la vie à travers une pierre dont on ne sait rien. Elle vient probablement du continent caché, parce qu'à ce stade, notre compréhension du naine ne permet pas de comprendre son fonctionnement. Cependant, il est évident que cette pierre ne provoque pas une grossesse biologique à proprement parler, surtout chez un homme. Le processus repose sur le naine, qui agit comme une énergie créatrice. Lorsqu'un individu utilise cette pierre, son naine est drainé et modelé pour générer un être entièrement nouveau, un homunculus, façonné à partir de l'énergie et du code génétique de son utilisateur. Cet être n'est pas un enfant au sens strict, mais plutôt une entité de naine, une sorte de clone énergétique qui porte l'empreinte génétique et spirituelle de son créateur. Je sais pas si vous vous rendez compte des implications logiques que cela entraîne. Les administrateurs de Great Island ont forcément testé chaque carte qu'ils ont conçue, et cela inclut la carte de la grossesse. Cela signifie qu'à un moment donné, cette carte a été activée pour la tester, entraînant ainsi la naissance d'un être façonné par le naine, issu à la fois de la pierre et de son porteur. Maintenant, reste à savoir qui l'a testé. Qui parmi les administrateurs de Great Island a pris le risque d'avoir un enfant accidentel pour la réalisation d'une expérience? Le seul personnage en mesure de prendre un tel risque qui correspond à cette caractéristique, c'est Jean Fricks. Il est le seul en mesure de prendre une telle décision, impliquant donc qu'il a testé la carte de la grossesse sur lui-même, donnant naissance à un être issu de son code génétique par la pierre qui l'a drainé. Gon ne serait donc pas un enfant né de façon traditionnelle, mais une création unique, un être nénétique conçu à partir du code génétique de Jean. Ce processus expliquerait pourquoi Gon semble être une réplique parfaite de son père. Mais ce n'est pas tout. Cette théorie apporte une explication cohérente à plusieurs mystères entourant l'histoire de Gon. Par exemple, sa présence dans Great Island lorsqu'il était petit. Si Gon a été créé à l'aide de cette carte, il aurait pu être intégré dans le jeu dès ses premières années, non pas par accident, mais comme une expérimentation directe, dans le cadre des tests de Great Island. Jean aurait utilisé son fils comme une preuve vivante des possibilités infinies qu'offraient les mécaniques de naine qu'il développait à travers son jeu. Gon, dans cette perspective, serait moins un fils, et plus un prototype, un être né pour démontrer le potentiel de Great Island et de ses cartes. Cette idée se renforce lorsque l'on revient à la déclaration de Togashi dans son databook. Jean n'est peut-être pas le père biologique de Gon. Cette affirmation prend un sens totalement différent ici. Jean n'aurait pas eu Gon de manière traditionnelle avec une femme, mais l'aurait créé à partir de son propre naine, en utilisant la carte de la grossesse. Gon serait donc un être de naine, façonné par la pierre et portant l'essence même de Jean, mais né en dehors des limites biologiques conventionnelles. Gon ne serait donc pas de la chair avec du naine, mais plutôt du naine avec de la chair, tel un homunculus aux yeux vides, à la recherche de la cause de son existence qui est Jean Fricks. Cela expliquerait pourquoi Gon était devenu un être inanimé lorsqu'il a usé de son serment face à Pitou, puisque le naine qu'il animait a été sacrifié dans le but de la terrasser. Lorsque Killua amène Nanika auprès de Gon pour le sauver, on assiste à une scène extrêmement intéressante. Nanika, pour soigner Gon, a dû déployer une quantité incroyable de naine autour de son corps. Ce déferlement d'énergie vitale ne se contente pas de le réanimer, il régénère entièrement le corps de Gon, y compris son bras qui avait été sectionné lors de son combat face à Pitou. Cette capacité de régénération totale, par simple perfusion de naine, est absolument unique. Elle révèle que pour soigner Gon, il suffit de lui injecter une grande quantité de naine, ce qui déclenche une régénération complète des cellules de son corps, y compris des membres entiers arrachés. Contrairement aux autres êtres humains, Gon n'a pas besoin de puiser dans des nutriments pour guérir, ou de suivre un processus de cicatrisation classique. Son corps se restaure grâce aux naines qu'on lui infuse. Ce phénomène met en perspective une différence fondamentale entre Gon et les autres êtres humains conventionnels faits de chair et de sang. Là où un individu normal doit mobiliser des
ressources biologiques, se reposer et consommer de la nourriture de bonne qualité pour espérer cicatriser ses blessures, le corps de Gon, lui, fonctionne selon des mécanismes entièrement basés sur le nen, le rendant capable de se régénérer bien au-delà des limites humaines. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné Killua, qui fait plusieurs fois la remarque à Gon, en lui disant que son corps est tout sauf normal dans sa régénération. Et ce propos émanant de Killua est à prendre très au sérieux, puisque s'il y a bien un personnage qui est en mesure d'identifier ce qui peut être perçu comme normal ou non, c'est Killua. Je rappelle qu'il est issu d'une famille renommée pour ses capacités physiques hors normes, que son père Silva est lui-même très suspect dans son anatomie, et ce même Killua qui est constamment exposé à des événements paranormaux nous affirme que la structure anatomique de Gon n'a rien de normal. Si Gon est réellement un être de nen, cela expliquerait pourquoi sa régénération par Nanika a été possible. Contrairement à un humain ordinaire, qui naît de la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde, Gon serait une création nénétique. Il n'a pas été conçu biologiquement, mais façonné par l'énergie vitale de Jin, à l'aide de la pierre de la grossesse. Dès lors, le mystère pourrait s'éclaircir de cette manière. Si Jin a établi un lien implicite entre la mère de Gon et Great Island, c'est parce qu'elle n'existe tout simplement pas. Et en observant le manga de plus près, on constate que Gon lui-même exprime une sensation étrange. Il confie qu'il n'a jamais ressenti l'existence d'une mère. Cette notion pour lui est floue, et il considère Mito comme la seule figure capable de jouer ce rôle dans sa vie. Gon semble pressentir qu'intérieurement, il n'a pas de mère dans le sens traditionnel du terme. Il perçoit sa parenté uniquement à travers Jin, qu'il considère moins comme un père et davantage comme une origine, ou même un créateur. Cette quête incessante de Jin, tout au long de sa vie, ressemble à celle d'un effet cherchant sa cause, une aspiration presque métaphysique à rejoindre son point d'origine pour retrouver une unité perdue et atteindre un état de complétude parfaite. Ainsi, cette absence d'une figure maternelle traditionnelle ne serait pas une simple omission narrative, mais un élément fondamental de l'identité de Gon. Elle renforce l'idée que sa naissance, loin d'être conventionnelle, est le fruit d'une expérience hors du commun et que son lien avec Jin dépasse la simple relation père-fils. Gon ne cherche pas seulement à retrouver son père, il cherche à retourner à son point d'origine, sa cause Jin étant son effet Gon. Et cette théorie colle parfaitement au tempérament de Jin, comme évoqué en début de vidéo. Il est difficile d'imaginer Jin fonder une famille traditionnelle, s'engager avec une femme et élever un enfant en le regardant grandir. Cela ne correspond pas à son caractère désinvolte et égoïste. Cette hypothèse expliquerait également son étrange comportement lorsqu'il fait face à Gon. Jin sait que son fils n'est ni plus ni moins qu'un produit de ses expérimentations, une création née dans le cadre de l'élaboration de Great Island. Ce n'est pas une naissance ordinaire, mais un processus lié à la pierre de grossesse et au nen, ce qui rend Gon unique, tout en introduisant une certaine distance entre eux. Jin pourrait ressentir une gêne chaque fois qu'il interagit avec Gon, car il le perçoit davantage comme un accident de parcours plutôt qu'un véritable fils au sens émotionnel et humain du terme. Mais récemment, au cours de l'arc de la guerre de succession, l'on a appris que Gon avait perdu son nen après sa réanimation, et nous allons approfondir ce point dans la dernière partie de la vidéo, afin de comprendre les dynamiques entre la perte de son nen et sa nature essentielle de clone nénétique. Le fait d'affirmer que Gon a perdu son nen de manière irréversible est une conclusion hâtive, et je dirais même inexacte. L'arc de la guerre de succession nous apprend que Gon est incapable d'utiliser son nen après sa réanimation. Pourtant, cela ne signifie pas que cette énergie vitale a complètement disparu de son être. Pour comprendre la situation, il est crucial de revenir à la nature unique de Gon, autant qu'être possiblement façonné par le nen et de la pierre de Jin. Si Gon est effectivement une création nénétique, cela implique que son organisme ne fonctionne pas comme celui d'un humain ordinaire. Le nen n'est pas simplement une capacité qu'il peut perdre ou retrouver comme un outil extérieur. Il constitue une part essentielle de son essence. En d'autres termes, Gon ne peut pas exister sans le nen, car celui-ci est au cœur même de sa structure et de son fonctionnement. Personnellement, je vois l'incapacité de Gon à utiliser le nen comme une incompatibilité de son corps avec le nen de Nanika, plutôt qu'une véritable perdition totale de son énergie. D'ailleurs, plusieurs indices dans l'œuvre suggèrent que Gon retrouvera son nen. Premièrement, son état actuel s'inscrit dans une dynamique narrative. La perte du nen agit comme un point bas dans son arc, une étape nécessaire avant sa renaissance autant qu'héros de shonen. Deuxièmement, la nature fondamentale de Gon puise son existence dans le nen. S'il en était totalement dépourvu, il ne pourrait survivre autant qu'être selon la théorie que l'on a abordée. Et troisièmement, les règles du nen, telles que décrites par Wing, stipulent qu'une énergie perdue peut être réactivée ou rééquilibrée dans des circonstances exceptionnelles, notamment par des stimuli extrêmes. La récupération du nen de Gon n'est donc plus une simple éventualité, elle est une nécessité.
Narrativement, cela pourrait se faire de deux manières principales. La première serait une restauration progressive au fil du temps, Gon retrouvant lentement son lien avec le Nen grâce au lien intrinsèque avec cette énergie. La deuxième, plus dramatique, impliquerait une intervention extérieure, probablement liée au mystère du continent noir. Dans tous les cas, lorsque Gon retrouvera son Nen, cela marquera une transition importante dans son évolution. Ce ne sera pas simplement un retour à l'état précédent, mais une transformation. L'expérience de la perte, combinée à la singularité de son existence, pourrait modifier son type de Nen ou ses capacités, reflétant son changement intérieur. Un changement qui se traduira par une modification de sa catégorie de Nen. Je pense que Gon rejoindra la spécialisation, et que le Gon du renforcement sera mis de côté. Ainsi, selon cette perspective, le Gon adulte que l'on a vu face à Pitou n'était pas un teasing de ses capacités futures, mais plutôt un adieu au Gon de la catégorie du renforcement, où l'on a vu la forme ultime de son Jajaken. Il serait plus logique, à mon sens, que Gon évolue en modifiant son type de Nen pour devenir un spécialiste, et ainsi accéder à de nouvelles capacités. Cette transition représenterait une étape majeure dans son développement, à la fois narratif et personnel. Cette vidéo est à présent terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Twitter, c'est super important. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt.